Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour d'une série qui s'appelle Sweet Tooth. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais cette vidéo c'est pour vous faire partager ma passion. Alors Sweet Tooth c'est une série que l'on peut trouver sur Netflix qui en est à sa saison 2. Elle a été renouvelée pour une saison 3. Alors par contre la saison 3 je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va passer. Oui c'est un petit peu une vidéo en forme de coup de cœur que je vais faire. J'ai fini la saison 2 là il y a la semaine dernière en fait. Alors pour vous expliquer le charme de Sweet Tooth, alors je vais vous expliquer un petit peu le concept de la série. Le résumé que l'on peut trouver sur Wikipédia est le suivant. Dans un futur post-apocalyptique, les humains sont décimés par un mystérieux virus et une nouvelle race d'hybrides, mi-humains, mi-animaux, émerge. Dans ce contexte, un père et son fils hybrides survivent paisiblement, cachés pendant 10 ans, loin du chaos provoqué par l'effondrement de la société. Cependant, une série d'événements pousse l'enfant à partir à la découverte d'un monde hostile, où les hybrides sont pourchassés, un univers partagé entre le chaos des campagnes, où rôdent les braconniers, et le despotisme des villes dans lesquelles les militaires surarmés des derniers hommes règnent d'une main de fer. Oui, parce que si je commence à expliquer le concept de cette série-là, c'est pour vous mettre bien à l'esprit que sur le papier, cette série, ça ressemble beaucoup à une sorte de Walking Dead bis, avec cette idée d'un mystérieux virus qui a décimé la population mondiale. Or, à l'image, c'est tout autre chose en fait, et c'est ça qui fait un petit peu le charme de Sweet Tooth. C'est tout autre chose parce que le point de vue adopté par la série entière, c'est le point de vue des hybrides. C'est le point de vue des enfants en fait. Et les enfants en fait, avec étant hybrides, ils transportent avec eux une imagerie un petit peu, je dirais, féerique, conte de fées. Donc le charme de Sweet Tooth, c'est un petit peu un mélange des genres. C'est sur le papier, ça ressemble beaucoup à du Walking Dead, dans cette histoire de ben, d'humains hostiles, surarmés, ces villes qui littéralement en état de siège pour se protéger, mais vraiment qui vivent en reclus et pour qui les hybrides sont des êtres à pourchasser. Ni à l'image avec le fait que on suit les enfants qui sont hybrides, avec le fait qu'on suit des enfants qui ressemblent à des créatures. Oui, parce que l'être que l'on suit, qui s'appelle Gus, c'est un être mi-garçon, mi-cerf. Son visuel, son look, on pourrait le trouver dans un livre recueil de contes de fées. Et c'est par un petit peu ses yeux que l'on suit l'aventure. En cela, il y a tout un arrière-goût de, je dirais, production des années 80. C'était rempli de ça. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire que Sweet Tooth c'est un petit peu une ressucée des productions des années 80, genre Stranger Things, non, du tout. Mais ça aurait pu être forgé dans les années 80 en fait. C'est un petit peu ça qui me attise ma curiosité, qui me titille un petit peu. On aurait pu avoir quelqu'un qui aurait voulu faire un truc post-apo, genre la suite de la saga des zombies de Romero, mais en mélangeant ça avec une formule à la Goonie. Et ça aurait donné un truc proche de Sweet Tooth, je suppose. Et je vous avoue que je me sens un petit peu piégé avec Sweet Tooth parce que là, pour une fois, je ne connais personne, mais vraiment personne dans le casting. Il n'y a même pas un faux air. Visuellement, il y a peut-être un ou deux qui me disent quelque chose, mais sinon, rien du tout. Parce que dans le casting, on trouve du Nonzo Anosi, du Christian Kovni, Adil Akhtar, Stéphania Lavi Owen, je sais pas du tout si je prononce bien ces noms, mais c'est pareil dans tout le truc en fait. Il y a des noms qui me disent rien et pourtant c'est typiquement états-unien la série. Par contre, dans la fiche technique des réals et des scénaristes, il y a des noms qui ne me sont pas inconnus. Il y a des noms où je me dis, j'ai dû voir leur truc soit en festival, soit à télé, soit en DVD, quelque chose. Parce que le réalisateur, celui qui réalise tous les épisodes de Sweet Tooth, donc c'est Jim Mikel. Jim Mikel, alors son nom dit rien au grand public, ça c'est clair, parce que même moi en fait, il me disait un nom qui me dit quelque chose, mais sans plus. Il ne m'est pas inconnu, j'ai dû lire sa fiche quelque part, mais sans plus. Et dans sa filmographie, on trouve du Steakland, We Are What We Are, Cold in July, In the Shadow of the Moon, voilà, en 10-15 ans. Et c'est des titres de films qui, moi, ça me disait quelque chose. J'ai dû tomber sur eux lors d'un festival, au détour d'une diffusion télé. L'explication, c'est simplement que Steakland et Cold in July, juillet de sang, je crois que c'était traduit comme ça. C'est simplement qu'en fait, il est habitué à fréquenter les festivals genre Sundance. Mais vraiment, ces films sont habitués aux nominations, à passer en sélection officielle et à recevoir quelques nominations. Genre, je ne sais pas trop s'il en a reçu une, mais du coup, ça donne une idée du bonhomme. Et hormis, en fait, ce contexte sur le papier qui ressemble beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, à une série post-apo, hormis ça, le charme vient plutôt du côté féerique. J'insiste dessus parce que
disons qu'il y a des personnages, par exemple Bad Guy, j'ai l'impression d'avoir vu son look dans un dessin animé de Hayao Miyazaki, mais vraiment je dirais plutôt peut-être le Château dans le ciel, peut-être Lupin 3 ou Lupin quelque chose, enfin tous ces vieux dessins animés là, en fait, tous ces vieux mangas que je regardais, mais vraiment par pelleté de 12 à l'époque je crois que c'était Antenne 2, Recrea 2, je sais plus. Mais vraiment, c'est à une époque où, dans les années 80, je me bouffais des animés en masse, et le look du méchant, j'ai l'impression qu'il est un petit peu inspiré de ça. Après, je dois avouer que la série n'est pas parfaite, hein. La première saison est hyper laborieuse, parce que ça pose beaucoup d'éléments, on voit pas trop, en fait, les liens qu'ils peuvent avoir. Simplement que les liens vont être super connectés dans la saison 2, qui elle passe vachement vite. C'est celle-là en fait, c'est pour ça que je fais une vidéo en fait. Parce que dans la saison 1, c'est pas que je me suis un petit peu fait yesh, c'est que dans la saison 1, tout simplement, je me suis demandé là, quel est le rapport entre ce couple qui vit un petit peu dans une bulle cloîtrée chez eux, dans un quartier résidentiel, et notre héros et son pote qui ont l'air à la merci de tous dans la forêt. Est-ce que c'est un truc de l'un vit dans le futur et le couple en flashback? Il m'a fallu un moment pour comprendre que non, chacun vit dans des endroits différents, c'est tout. Il y a des endroits où tout le monde vit en reclus dans sa routine quotidienne, et puis l'autre en fait qui sont dans la forêt, vraiment dans le monde dévasté, qui prend le grand effondrement. Je crois que c'est le nom de... Oui, le grand effondrement, c'est le moment où l'épidémie a été à son point culminant. Puis d'un autre côté, il y a donc Gus, donc le garçon mi-homme, mi-cerf, mi-humain, mi-cerf. C'est ça le truc en fait avec Gus, c'est que le gamin, en vivant dans la forêt avec son père, si je me souviens bien du truc, il a vécu le truc, mais de plein fouet. C'est que sa famille a vraiment vécu le truc en plein fouet. Ah, il y a la dynamique de sa famille a vraiment été volée en éclats. Alors que le couple en quartier résidentiel, j'ai l'impression qu'ils vivent un petit peu dans une bulle. D'où ma sensation que, au début, les deux n'étaient pas dans le même espace-temps. C'est que l'un était dans le temps présent de la série et l'autre en fait dans le passé. Et qu'en vivant dans le passé, on allait apprendre comment le virus s'était propagé. Or que pas du tout. Mais il faut vraiment suivre le truc pour essayer de comprendre. La saison 2 en revanche est plus trépidante parce que toute action influence les scènes immédiates. C'est ça le truc. C'est qu'autant dans la saison 1, avec ce sentiment que ils sont peut-être déconnectés, c'est peut-être des flashbacks, c'est des flash-forward, faut attendre plusieurs épisodes pour essayer de comprendre là où veut en venir la série, donc les auteurs. Autant dans la saison 2, on a l'impression que c'est en fait un grand film de plusieurs heures, ça dure donc 8 épisodes, 45 minutes, 50 minutes l'épisode. Donc ouais, ça doit être un long film de 6 heures, parce que chaque rebondissement a une suite logique ensuite. Il n'y a pas un système de... Alors je m'embrouille en expliquant ça, il n'y a pas un système de... faut attendre l'épisode suivant pour avoir les conséquences du rebondissement de l'épisode d'avant. Oui, dans la saison 2, en fait, sans spoiler évidemment, je vais essayer de raconter sommairement le truc, c'est que Gus retrouve d'autres personnes, d'autres hybrides de son âge, de sa génération. J'ai pas l'impression qu'il y a des hybrides d'adultes du coup. Ou alors ils attendent peut-être la saison 3 pour exposer ce fait-là. Que là, on va voir à en croire Sweet Tooth, c'est que les hybrides en fait sont une race... sont la génération prochaine, et tous les humains en fait ont peur des hybrides, mais à cet instant même, et qui n'ont pas le temps de grandir vraiment, d'atteindre l'âge adulte. C'est un petit peu l'impression que ça donne. Alors c'est peut-être une révélation à la saison 3, et là du coup je me spoil. Peut-être qu'on aura la révélation donc voici le premier hybride adulte, donc le premier hybride naissant. Parce que dans la saison 2, on voit toute l'organisation des méchants, et on entre plus en profondeur dans le plan en fait, dans les motivations des personnes. Et là on voit en fait qui est taré et qui est censé, sont les dominants, qui sont rebelles, et donc là ça devient largement plus intéressant parce que du coup on voit les personnages qui réfléchissent sur les événements et qui doivent prendre parti. Et c'est ça qui m'intéresse le plus en fait dans ce truc de post-apo, c'est de savoir, après avoir compris l'enjeu qui se dessine, après avoir compris qu'est-ce qui se passe dans l'univers en question, quels choix prennent les personnages. Il y en a qui déçoivent, et il y en a qui surprennent. Parce qu'il y en a certains que l'on peut trouver très charismatiques, qui finalement, devant ce qu'il apprend, nous déçoit. Et d'autres, par contre, que l'on peut trouver très fades, mais qui, au pied du mur, se révèlent charismatiques parce que ils ont des choix
que l'on peut trouver aspirant. Et au final, on se retrouve avec une galerie de personnages attachants. Alors que le Minecast promet seulement de tourner autour uniquement de Gus. Grosso modo, il y a tout un groupe bien soudé qui se dévoile à la fin. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire sur Sweet Tooth. Donc c'est sur Netflix et c'est vraiment pas mal du tout. J'étais surpris de voir que j'aurais accroché autant. C'est une série que m'ont conseillé pas mal de mes potes, pas mal de mes connaissances. Et à chaque coup que j'en parlais autour de moi, genre je regarde Sweet Tooth, qu'est-ce que vous en pensez? J'étais surpris de voir que ah bah tiens, ouais, je regarde aussi et bah, c'est vraiment pas mal. Donc je suis surpris mais positivement de voir qu'il y a une fanbase. Là d'un coup je comprends la fanbase, hein, je comprends et je suis déjà en train de me demander si est-ce que je ne deviens pas fan moi-même en fait. C'est ça le truc. C'est que là du coup je suis un petit peu à l'affût de toute actualité pour savoir comment est-ce que ça va tourner, comment ça va, comment ils vont tourner l'histoire, comment ils vont. Mais vraiment je suis surpris de ça moi-même. Donc Sweet Tooth, vraiment très très bonne surprise. Je m'y attendais pas. Je connaissais rien du tout au truc. Je croyais que c'était vraiment un truc original, il a fallu que je me renseigne pour savoir que... Ah non, c'est adapté d'un comics, parce qu'en fait, Sweet Tooth, de base, c'est l'adaptation d'un comics éponyme de Jeff Lemire. Alors moi, je connais pas du tout, mais du coup, ça... La réussite, pour moi, Sweet Tooth est une réussite, bah, ça me dit... Ça me brancherait pas mal d'essayer de voir s'il y a eu des éditions françaises de ce truc-là, du coup. Donc, Sweet Tooth, pour moi, très bonne surprise, je la conseille franchement. Alors, si vous n'accrochez pas... si, c'est pas grave, hein. Je fais cette vidéo, c'est juste pour dire que voilà, ça existe. Donc voilà ce que j'ai aimé dans le truc. Il y a peut-être quelques petits défauts, par exemple peut-être le regard trop enfantin de Gus quand il, parce que la série adopte son point de vue. Donc c'est pas la série n'est pas au first person shooter, je sais pas comment ça s'appelle ça, focalisation interne sur Gus. La série adopte juste le ton naïf enfantin de ce personnage-là, ce qui explique le côté l'arrière-goût de années 80. Mais pour le reste, bah, moi j'accroche au truc, voilà. Donc Sweet Tooth, pour moi c'est bonne pioche. Donc j'en finirai dessus. Donc bonne journée à vous. A plus.